OK, donc on continue maintenant en parlant là, de deux différentes représentations de données qui sont binaires. OK? Et évidemment, les deux premiers qu'on va parler, c'est XDR et SN1. Donc la raison pourquoi on parle de ces deux-là en premier, parce que ce sont des normes. OK? Donc ce sont des formats qu'ils ont officiellement acceptés comme étant des normes dans certains domaines, puis on va voir là, c'est quoi les domaines qui sont visés par cela. Évidemment, nous, en tant qu'ingénieurs, les normes, c'est quelque chose qui est important pour nous, donc de comprendre qu'est-ce qui est établi. Donc, c'est ça qu'on va commencer. Mais évidemment, après ça, on va aussi parler là, de formats, euh, pardon, de représentations binaires qui ne sont pas des normes, donc des choses comme protobuf qui sont populaires, mais c'est seulement de facto des standards sur le web ou dans les compagnies de TI. Et on va comparer ça avec donc XDR et ACN1 qui sont eux-mêmes des formats, qui sont vraiment des formats, des normes. Ok, donc XDR, donc External Data Representation, donc comme je l'ai dit, c'est un format qui est encodage direct en octet, donc binaire, et qui est donc une norme donc définie dans RFC 1014. Okay? Donc, quelles sont les applications principales pour cette norme-là? C'est par exemple les systèmes de fichiers distribués comme NFS, okay? Donc les protocoles de communication entre les différentes systèmes de stockage d'informations qui constituent donc notre NFS va utiliser donc une représentation en XDR pour transmettre les fichiers entre les différentes machines. OK? OK, donc comment est-ce que XDR fonctionne? Donc, il y a plusieurs particularités avec XDR. Donc, premièrement, c'est quand on encode des informations dans XDR, il n'y a pas de champ réservé pour indiquer c'est quoi le type de l'information. Okay? Donc, on va voir par exemple que dans les autres formats qu'on va voir, il va y avoir des tags ou des flags, okay? Donc des champs réservés qui vont dire que ce qui suit c'est un string, ce qui suit c'est un entier, c'est un floating point, etc. etc. Ici, il n'y a rien de ça. Okay? Donc, les types sont implicites et sont essentiellement là, on peut imaginer là, que il y a comme un format ou un schéma euh, qui a été défini à l'avance. Et c'est à partir de ce schéma-là, XDR va faire l'encodage, mais ne va pas donc spécifier c'est quoi les types de données dans ça. Donc la personne qui reçoit, donc la machine qui reçoit l'information encodée en XDR doit avoir accès au même format, donc pour comprendre là, comment a été encodée l'information, parce que juste le flux de données lui-même n'est pas suffisant pour comprendre comment décoder l'information. Okay? L'autre particularité de XDR, c'est que les informations sont encodées en blocs de 4 octets à la fois. Okay? Donc c'est toujours 4 octets, 4 octets, 4 octets. Si notre information ne rentre pas exactement dans des blocs de 4, on va faire du padding, on va ajouter des zéros de plus, okay? Pour pouvoir créer des blocs de 4. Okay? Donc c'est ça ici que j'illustre ici. Donc si dans mon système, dans mon message j'ai n octets, et je vais ajouter donc un certain nombre d'octets R de 0 de padding, puis N plus R mode 4, ça va être 0. Ça va compléter des blocs complets. Donc au maximum, je peux avoir 3 blocs de padding de 0 d'octets. OK? OK, donc comme je dis, il n'y a pas il y a pas d'indication explicite pour les types de données, mais évidemment, chaque type de données lui-même qui est supporté par XDR va être encodé d'une certaine façon. Pour les entiers, ça va être des entiers en 32 bits qui sont signés, donc certains chiffres positifs et négatifs sont possibles. Donc 32 bits, ça prend 4 octets pour encoder ça. Et la méthode pour encoder les chiffres négatifs ici, ça s'appelle complément de 2. Donc comment ça fonctionne? C'est quand on a un chiffre négatif, on inverse tous les bits et on ajoute 1 à notre chiffre. Ça donne notre représentation complément de 2 de notre chiffre négatif. Donc, bon, ici je décris ça rapidement, là, mais dans notre prochaine leçon, on va parler plus en détail là, comment faire de l'encodage de chiffres négatifs. Ça, c'est quelque chose qu'on va se concentrer, encodage de chiffres négatifs, et on va parler plus en détail là, de complément de 2 et la méthode alternative qui s'appelle zigzag.
Donc 4 octets pour un entier. Pour les chiffres donc avec point flottant, là, donc ça prend 32 octets pour encoder ça. Okay, donc c'est beaucoup plus lourd qu'un chiffre entier. Donc ça suit le standard qui s'appelle I3E754 okay, pour encoder des chiffres à point flottant. Donc on a 1 octet pour le signe, donc positif ou négatif, 8 octets pour l'exponent, okay, donc qui permet d'indiquer c'est quoi la partie entière du chiffre. Okay, donc c'est 2. Donc le chiffre qu'on indique ici, la formule pour calculer le chiffre final, c'est l'exponent moins 127, et c'est la puissance de 2. Et finalement, la partie de 23 octets ici, c'est pour la mantissa, donc c'est-à-dire c'est la partie qui est après la virgule dans notre chiffre à point flottant. Okay? Donc on donne 23 octets de précision pour spécifier l'information qui est après la virgule. Pour les strings, donc c'est assez facile. On a la taille de notre string, puis chaque octet, ça représente un caractère selon le charset qu'on utilise pour représenter chaque caractère un à la fois. Et évidemment, il faut que ça soit paddé pour fitter là, dans les blocs de 4, là, comme j'ai expliqué. Et ça supporte aussi des tableaux d'éléments. Donc, si je veux avoir un tableau là, de string, un tableau de floating point, un tableau d'entier, donc la première chose que je fais, c'est j'indique le nombre d'éléments. Et donc le nombre d'éléments que je peux avoir, c'est maximum 4 octets. Okay? Donc au maximum, je peux représenter 4 octets d'éléments dans mon encodage. C'est quand même là, énorme. Là. Et là, après ça, j'ajoute chacun des éléments un après l'autre. Et finalement, structure. Donc, dans mon schéma là, de XDA, je peux avoir défini une structure avec plusieurs éléments complexes. Donc, à ce moment-là, j'écris mes éléments un après l'autre dans l'ordre que ça apparaît. Donc, si je vous donne un exemple, donc je définis une structure qui s'appelle le fichier avec un file name string, un entier qui est write, mais ça c'est un tableau d'entier, et string owner. Donc là, comment ça va être encodé? Donc, dans mon encodage, comme j'ai dit, il n'y a pas de champ explicite pour indiquer le type d'information que je vais encoder. Donc, on suffit juste sur le schéma ici qui configure l'encodage. Donc, pour un document, donc ici, imaginez que le document que je veux encoder, le string que je veux encoder, c'est 5 caractères. Donc, pour encoder un string, je dois avoir 4 octets qui représentent la taille de mon string. Donc ici, c'est 5. Après ça, j'écris chaque caractère un après l'autre dans mon encodage. Donc ici, c'est un encodage en ASCII. Donc ça, c'est chacun des caractères qui sont encodés un après l'autre. Et là, il faut que je pad pour faire des blocs complets de 4 octets à la fois. Donc writes ici, donc mon deuxième élément ici, j'ai 3 chiffres. Donc ça c'est une liste, donc le premier 4 octets, ça indique le nombre d'éléments dans ma liste, donc j'ai 3 éléments, et après ça j'écris mes entiers, donc j'écris mes éléments un après l'autre, donc chaque élément ici c'est un entier, et un entier c'est 4 octets. Donc, ça prend 4 octets pour encoder 7, un autre 4 pour le deuxième set, un autre 4 pour le troisième set. Okay? Donc ici, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que le 3 ici indique qu'il y a 3 éléments qui sont un entier chaque. Donc, ça indique, et comme chaque entier, c'est 4 octets, donc le 3 ici réfère qu'il va y avoir 12 octets qui suivent. Okay? Alors qu'ici, pour un string, le 5, ça dit combien il y a de caractères qui suivent, puis chaque caractère, c'est juste un octet, donc c'est 5 fois 1, c'est 5 octets qui suivent, puis évidemment, on a besoin du padding là, pour faire des entiers de 4. Okay? Donc tout est structuré en blocs de 4. Et finalement, ici, j'ai owner KZ, donc c'est un string, donc 2 caractères, donc j'ai besoin juste de 2 caractères, mais je dois padder pour faire un bloc complet. Donc ça, c'est mon flux complet d'informations. Donc à partir d'ici jusqu'à là, donc on passe de gauche à droite, de en haut à en bas, et ça donne mon flux complet qui contient 36 octets d'informations pour encoder cette information-là ici. Là. OK? Donc ça, c'est l'exemple pour XDR, donc c'est quand même assez simple à comprendre. Okay?
C'est quand même assez compact, là, sauf pour les deux défauts. Donc mais il y a deux défauts. Donc le premier défaut qui est qu'il faut padder pour faire des blocs de 4, pour que ce soit vraiment des blocs de 4 entiers. Donc c'est possible on perd un peu de taille à ce moment-là à cause du padding. Et l'autre défaut, c'est qu'on ne peut pas savoir, on peut pas comprendre juste avec le flux d'informations quelle est donc la nature des informations qui suivent. Ok, il faut se fier donc au schéma là, qui doit être établi à l'avance. Donc on a une autre norme qu'on va regarder ici qui est ESN1. Okay? Donc ESN1, c'est aussi un standard de deux organisations, donc le ITUT et le ISO. Okay? Et c'est principalement utilisé là, plus là, en réseautique, là, donc pour les protocoles Internet, télécommunications, donc en wireless, là, donc sans fil, tout ça, là, donc, puis en cryptographie. Donc ESN1, c'est un standard qui offre du support pour plusieurs langages différents. Donc la façon que ça fonctionne, c'est que il y a une syntaxe abstraite qui peut être écrite dans le format ESN1. Donc on pourrait considérer ça comme étant une représentation canonique. Et là, c'est une représentation canonique qui n'est pas utilisée explicitement par n'importe quel langage, c'est juste défini dans la norme. Donc là, on a besoin d'un compilateur ESN1 qui va compiler notre représentation canonique dans une syntaxe concrète, par exemple pour Java ou C++. Et à ce moment-là, ces compilateurs-là vont créer ce qu'on appelle des règles d'encodage, donc du code qui est capable d'encoder de l'information dans le format ESN1 et aussi de décoder de l'information. Okay? Donc, les gens qui utilisent ESN1 dans l'écosystème ESN1 fournissent les compilateurs pour pouvoir pour pouvoir utiliser avoir des implémentations concrètes là, du format là, dans différents langages. Donc comment ça fonctionne dans ESN1? La différence entre ESN1 principale entre ça et XDR, c'est qu'on a la présence d'un tag ici explicite, donc un champ réservé de 1 octet, 8 bits, qui indique clairement c'est quoi le type de données qui s'en vient. Okay? Alors qu'on n'avait pas ça dans XDR. Donc ça permet là, de juste lire, si on lit le flux d'informations ESN1, on est capable là, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Okay? Bon, une chose que je voulais aussi expliquer, c'est que ici ce que j'explique, c'est le format d'encodage ESN1 de base, donc le BER, okay? Donc c'est le format de base, le plus basique. Il y a des formats plus avancés ou spécialisés de ça, mais donc pour ce cours-là, c'est correct de juste comprendre le format de base, puis si vous avez besoin de comprendre plus, vous pouvez évidemment faire de la recherche par vous-même. Okay? Mais c'est pas mal similaire au format de base de BER. Okay? Donc, ici, donc, dans le tag ici, c'est décomposé, les 8 bits okay, sont utilisés de cette façon-là. Il y a 2 bits qui décrivent la classe de l'objet, 1 bit pour décrire si l'objet est primitif ou complexe, et 5 bits là, pour définir plus précisément si c'est un boolean, un entier ou un string. Okay? Donc ça, c'est comment c'est décomposé là, dans le format lui-même, mais en pratique, c'est plus facile de juste se fier à ce tableau-là qui indique là, okay, quelle valeur utiliser pour quel type de données. Okay? Donc au lieu de penser en termes là, de classe, f puis number, juste regarder là, quelle valeur j'ai besoin selon le type que j'ai besoin. Donc, par exemple, si j'ai besoin d'encoder un boolean, c'est juste 1. Okay? Donc c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Okay? Donc c'est toutes des 0 plus juste un 1. Okay? Ou par exemple, si je veux un string d'ASCII, okay? Donc ce qu'on appelle un IA5 string, okay? Donc un string d'ASCII, la valeur c'est 22. Et ça c'est 22 en base 10. Okay? Donc à ce moment-là, il faut le convertir en binaire. Okay? Donc c'est 0, 0, 0, 1, après ça 0, 1, 1, 0. Okay? Donc ça serait ça le tag en binaire pour 22 qui représenterait un string. Donc ici un exemple d'encodage. Donc ici, imaginons que ce que je vais encoder, c'est la structure de personne qui contient un string pour le nom, l'âge qui est un entier, puis un boolean là, pour indiquer le genre de la personne. Okay? Donc ici, comment ça fonctionne? Donc premier objet, le nom, okay, Maggie, un string. Donc j'ai besoin du tag qui représente le string. Donc
j'écris 16 en base 16. Okay, donc on fait attention ici. Donc ici, c'est parce que le tag, c'est un seul, c'est 8 bits, ok, donc c'est un X, okay, essentiellement. Oui, c'est ça. Donc le tag, c'est 8 bits, pardon, donc c'est représenté en deux chiffres hexadécimales. Okay, donc les deux chiffres hexadécimales ici, c'est le 1 puis le 6. Okay? Donc 1 et 6 en base 16, c'est égal à 22 en base 10. Donc ça correspond à ça ici. Donc ici, c'est 22 base 10. Si je convertis 22 en hexadécimal, ça devient 16. Donc c'est le chiffre 1 et le chiffre 6 en hex. Donc c'est ça mon tag. Après ça, le deuxième élément que j'ai besoin dans mon encodage, c'est la taille de ma donnée. Donc ici, c'est le nombre de caractères de string. Donc c'est 6, Maggie c'est 6 caractères, et après ça j'encode chacun de mes caractères à la fois en ASCII. Donc ici il n'y a pas de padding nécessaire comme dans XDR ou que ce soit, mais on a besoin du tag. Donc on n'a pas besoin de padding, mais on a besoin d'un tag. Donc en termes de performance, il y a des avantages et des désavantages. L'âge ici, donc l'âge c'est un entier, donc si on regarde entier c'est 2, ok? Donc mon premier 8 bits de tag, ça doit correspondre à la valeur 2, ok? Donc 2 en décimale, c'est 2 en hex, c'est la même chose. Et la taille de mon entier, c'est juste une valeur, donc c'est 19. Donc ça, c'est une autre chose intéressante à voir, c'est que dans ASN1, il faut toujours avoir... il y a toujours un octet réservé pour indiquer la taille, là, peu importe c'est quoi l'objet, que ce soit un objet complexe ou simple. Okay? Donc ça aussi, c'est un peu... Là, en termes de performance, ça coûte un peu, là, c'est quelque chose, une information de plus que dans XDR, il n'y a pas ça pour les entiers. Dans les entiers, pour XDR, il n'y a pas de taille là, nécessaire. Parce qu'on sait que dans les on sait que les entiers sont tout le temps là, 4 octets dans XDR. Et finalement, pour le flag, le boolean, okay, donc c'est 1. La taille d'un boolean, c'est juste 1. Puis ici, donc FF représente que c'est vrai. Okay. Donc notre flux final ici, donc tout d'abord, il faut avoir donc un tag pour représenter la personne elle-même. Okay. Donc un tag pour représenter la personne elle-même. Donc c'est ça ici, le 7 ici, donc le 17 ici. Donc le 17 est converti ici dans le tag. Après c'est la taille de mon objet, okay, donc qui contient tous ces octets-là. Puis après ça, chacun des sous-éléments un à la fois. Et donc la taille totale de cet encodage est de 16 octets. Ok, donc c'est tout pour cette semaine. Okay, donc on va continuer la semaine prochaine en parlant de Protobuf, Thrift et Avro, donc des quadriciels de sérialisation qui sont populairement utilisés dans le web et qu'on va aussi utiliser, qui sont aussi populaires pour les data logiciels. Bonne semaine.